Donc je vais essayer d'être assez simple et concise parce que la biologie moléculaire des sarcomes c'est extrêmement compliqué et comme l'a dit Sophie, ça évolue un petit peu de jour en jour. Donc le but du topo c'est pas du tout que vous connaissiez toute la biologie moléculaire des sarcomes, mais que vous compreniez les grandes lignes et surtout l'importance de pouvoir avoir accès à ces techniques-là pour mieux comprendre, déjà pour pouvoir mieux poser les diagnostics et aussi, on l'espère, pour pouvoir développer plus les traitements. Sophie a dit qu'on n'avait que 2 ou 3 chimiothérapies pour 150 sous-types de sarcome. Je serai un petit peu plus mesurée sur ce propos-là et je pense que, en tout cas, j'espère que les choses vont bouger. En tout cas, on est obligé de passer par cette étape de démembrement moléculaire diagnostique pour pouvoir avancer ensuite sur le plan thérapeutique. Donc voilà, les essais de sarcome, moi je suis oncologue médical, les essais thérapeutiques de sarcome aujourd'hui, vous voyez tous qu'on mélange tous les sous-types en même temps, qu'on met tous les sous-types ensemble et qu'on essaye de faire sortir quelque chose. Il n'y a pas eu un essai positif en situation métastatique depuis plusieurs dizaines d'années sur la survie globale, depuis plus de 10 ans sur la survie globale, c'est aussi parce qu'on mélange des sous-types qui sont complètement différents. Donc tant qu'on n'aura pas bien réussi à stratifier les patients en fonction de la biologie de leur tumeur, bah, c'est comme si on soignait un carcinome pulmonaire avec un carcinome du sein. C'est aussi cette difficulté-là. Donc d'où l'importance de mieux classifier ces tumeurs. Donc juste une petite définition, je vais passer vite parce qu'il est tard et que vous connaissez tout ça. La biologie moléculaire, c'est quoi? Au début, la biologie moléculaire, c'était une discipline scientifique, donc c'était du domaine de la recherche, d'accord. Et c'était donc une discipline scientifique qui a été développée par les généticiens et par ceux qui s'intéressaient à comment, dans une cellule, il y a des mécanismes qui font que la cellule fonctionne au niveau moléculaire. Et depuis, ça s'est appliqué en fait en médecine, et maintenant, aujourd'hui, on appelle biologie moléculaire l'ensemble des techniques de manipulation d'acides nucléiques. Donc c'est toutes les techniques de génie génétique, donc d'analyse des ADN, des ARN, mais on est sur les acides nucléiques. Alors, je suis désolée parce que vous ne voyez pas très bien, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu l'évolution des choses dans le domaine des sarcomes sur le plan de la biologie moléculaire. Les premières découvertes d'altérations génétiques dans les sarcomes, les premières translocations qui ont été mises en évidence, c'était au début des années 80, avec les translocations dans les rhabdomyosarcomes alvéolaires, puis dans les sarcomes des Wing. Et ces premières découvertes, elles ont été faites sur des techniques très rudimentaires aujourd'hui, qui sont en fait des techniques de karyotype, hein, où en fait on prenait des tumeurs, on les mettait en culture et on prenait les métaphases et on regardait la tête des chromosomes. On arrivait ensuite à dire celui-là il est cassé à cet endroit-là, celui-là il est cassé à cet endroit-là. Et donc c'est sur ces techniques-là qu'on a mis en évidence les premières altérations génétiques. Ensuite, les choses très rapidement, elles ont commencé à évoluer. On s'est mis à avoir la possibilité de caractériser les points de cassure au niveau génomique, le développement de toutes les techniques d'hybridation in situ, fluorescente et colorimétrique. Donc là, on est dans les années 90 et ça tombe avec du coup l'identification des amplifications. Là, on est capable de voir les altérations de copy number. Et donc, au début des années 90, la première mise en évidence des amplifications de MDM2, en particulier dans les liposarcomes. On restait sur des anomalies essentiellement structurales. À partir des années 95-2000, on arrive à mettre vraiment en évidence des anomalies de séquence. Donc on s'intéresse vraiment à la séquence de l'ADN, et donc c'est les techniques de séquençage Sanger qui se développent. Et là, du coup, on met en évidence les premières mutations récurrentes dans les sarcomes, que ce soit les mutations KIT dans les gistes, les mutations de SMARCB1 dans les tumeurs rhabdoïdes, les mutations de la bêta-4 dans les desmoïdes. Pareil, techniques de PCR qui vont se développer, les RT-PCR qui vont devenir la technique de référence pour mettre en évidence les gènes de fusion. Donc là, on est dans les années 2000. Et puis ensuite, jusqu'ici, c'était des techniques assez ciblées pour rechercher une altération sur un gène qu'on connaissait. Je cherche une anomalie dans le gène KIT, je cherche une anomalie je cherche un transcrit de fusion EWS-FLI, je cherche quelque chose que je connais. Et on se met à développer à partir des années 2000 des techniques non biaisées, donc des techniques globales qui vont permettre d'analyser à la fois au niveau génomique mais au niveau transcriptomique les altérations. Donc au début des puces d'expression, les puces Affymetrix qui ont été développées dans les années 2000. Et puis à partir de 2010, et c'est maintenant un peu le nerf de la guerre, toutes les approches de séquençage nouvelle génération, qui sont des techniques globales, où en fait à partir de très peu de matériel, que ce soit de l'ADN, de l'ARN, vous allez être
capable de mettre en évidence de multiples anomalies sans avoir besoin de savoir laquelle vous recherchez à l'avance. C'est le problème par exemple de la RT-PCR où on se dit j'ai un sarcome à petites cellules rondes, je suspecte un sarcome d'Ewing, mais c'est peut-être un Ewing-like. Je vais rechercher la fusion EWS-FLI, c'est négatif. Je fais une deuxième technique pour rechercher la fusion Baker-Cyclin D3. Je fais une troisième technique, c'est toujours négatif. J'épuise mon matériel, j'ai plus rien, je sais plus ce que je fais. Aujourd'hui, on est capable, grâce à des techniques de RNA-seq, des techniques de séquençage nouvelle génération, en une seule manip, de rechercher toutes les altérations qui peuvent y avoir, et même des altérations pas connues. Donc c'est tout l'intérêt de ces techniques de séquençage nouvelle génération. Et ce que vous voyez sur le petit diagramme qui est tout à fait à droite, c'est que du coup, le nombre d'altérations génétiques dans les sarcomes, il a complètement explosé ces dernières années, grâce à ces approches non biaisées de séquençage nouvelle génération. Alors, je vais passer un peu vite, mais c'est juste une représentation des techniques de biologie moléculaire qui sont aujourd'hui disponibles. Donc, on est parti du karyotype, comme je vous ai dit, développé dans les années 80, à la fiche, la PCR, le séquençage Sanger, les qPCR, les puces, donc les puces de copy number, ce qu'on appelle la CGH-array, et maintenant les techniques de séquençage nouvelle génération. Et en fait, en fonction du type d'anomalie moléculaire qu'on veut mettre en évidence, que ce soit des translocations chromosomiques, que ce soit des mutations, que ce soit des amplifications, on va utiliser ces techniques de biologie moléculaire en fonction de ce qu'on recherche. Il n'est pas question de faire du RNA-seq forcément à tout le monde à visée diagnostique, ou il n'est pas question de faire des CGH à tout le monde à visée diagnostique. C'est en fonction de l'anomalie moléculaire qu'on va rechercher qu'on va utiliser la technique de biologie qui est appropriée. D'où l'importance, parce que je pense qu'aujourd'hui, ça concerne aussi bien les anatomopathologistes que les cliniciens, de bien connaître les altérations pour bien prescrire les examens appropriés en fonction du type d'altération qu'on recherche. Alors, la biologie moléculaire dans les sarcomes, à quoi ça sert? Globalement, il y a trois enjeux majeurs. Il y a l'enjeu diagnostique qui a déjà beaucoup été évoqué par Sophie Le Guellec juste précédemment. Il y a l'impact pronostic, elle l'a aussi évoqué avec la signature SynSarc et l'utilisation d'outils moléculaires pour le pronostic des patients. Et puis il y a l'impact thérapeutique. Donc malgré ce qu'elle a dit, on avance, d'accord, grâce à la biologie moléculaire sur le plan du traitement des sarcomes, et je pense que les choses vont plus évoluer avant. Donc comme elle vous l'a dit, je vais passer vite là-dessus. On divise globalement les sarcomes en deux grandes catégories, les sarcomes à génétique simple et sarcomes à génétique complexe. Donc vous avez deux exemples ici. Sur votre gauche, donc un exemple d'une tumeur desmoplastique à petites cellules rondes qui est vraiment, comme vous voyez, un karyotype extrêmement simple avec 22 paires de chromosomes plus la paire de chromosomes sexuels. Et en fait, il y a juste une altération, deux altérations visibles sur ce karyotype. Vous avez un chromosome 5 surnuméraire, il y a une petite trisomie 5 et en fait, vous avez aussi une translocation entre le chromosome 11 et le 22, donc c'est-à-dire un petit échange de matériel qui est visible sur ce karyotype. Donc ça, c'est de la génétique simple. Très peu d'altérations, un nombre de chromosomes qui est globalement normal, peu de points de cassure, génétique simple. À côté de ça, vous avez un autre exemple qui est un leiomyosarcome, et là, vous voyez que globalement, le génome, c'est un joyeux bordel. Il y a l'ensemble du génome a globalement été dupliqué. Vous avez 2 paires de chromosomes par paire normale. Et puis, il y a en plus de ça de multiples altérations génétiques. Donc ça, on a su, en fait, globalement, classifier les sarcomes en génétique simple, génétique complexe depuis extrêmement longtemps. Depuis les années 80, on est capable de dire qu'il y a des sarcomes simples et des sarcomes à génétique complexe. Concernant les sarcomes à génétique simple, donc c'est ce que je viens de vous dire, vous avez ici donc les différents événements qui peuvent se passer. Donc vous avez un exemple de CGH-array. Donc la CGH-array, c'est quoi? C'est une technique qui en fait va permettre de voir les altérations de copy number, donc le nombre de copies de chaque gène. Vous savez que normalement on a 2 copies de chaque gène qui correspondent aux 2 allèles, et en fonction de l'ensemble des chromosomes. Donc c'est la grande boîte que vous avez, la boîte horizontale en haut, où en fait vous avez les chromosomes sont alignés de 1 au chromosome Y, et on est capable de voir si la ligne globalement est droite, ça veut dire qu'il n'y a pas d'altération de copy number. Puis ensuite vous pouvez avoir des pertes de copy number si la ligne devient en dessous et que vous avez juste une ligne verte, ou des gains si la ligne monte et devient rouge. Donc là, vous avez un exemple de sarcome à génétique simple. Vous voyez que le tracé est globalement très plat. Il y a juste 2 petites altérations au niveau des chromosomes. Je pense que c'est 14 et 18. Voilà. Ces sarcomes à génétique simple, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une altération moléculaire majeure. Cette altération moléculaire majeure, comme l'a dit Sophie, elle peut être de 3 types.
la plus fréquente, c'est les translocations, donc la présence d'un gène de fusion. Il peut y avoir aussi des mutations ou des amplifications. Et le point important, c'est que cette altération moléculaire, elle va être vraiment spécifique le plus souvent d'un sous-type de sarcome particulier, et elle va être elle-même la cause de la transformation tumorale. Exemple typique, le sarcome d'Ewing, translocation EWS-FLI, c'est l'oncogène initial, d'accord ? C'est lui qui a la cause de la transformation. Alors, ces sarcomes à génétique simple, comme je l'ai dit, il y a translocation, mutation, gène de fusion. Je vais passer assez rapidement. Globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un peu plus fréquent chez les enfants que chez les adultes, les sarcomes à génétique simple, et que l'anomalie moléculaire est très spécifique et donc va être très utile pour le diagnostic et éventuellement pour le traitement. Pour les sarcomes à translocation, ça représente à peu près 20% de tous les sarcomes et c'est vraiment un mécanisme très particulier, extrêmement fréquent dans les sarcomes qu'on appelle les sarcomes à petites cellules rondes. Les sarcomes à petites cellules rondes, qui sont souvent des sarcomes qu'on retrouve chez les enfants, les adultes jeunes, mais qui se retrouvent aussi chez les adultes plus âgés, sont des sarcomes extrêmement agressifs de haut grade et dans plus de 90% des cas, il y a l'expression d'un gène de fusion. Donc c'est vraiment hyper important pour tous les anapathes de toujours rechercher devant un sarcome à petites cellules rondes l'expression d'un gène de fusion. Globalement, d'un point de vue mécanistique, comment ça se passe ? Vous avez deux gènes qui normalement sont sur deux chromosomes différents qui, par le fait de la translocation, vont se retrouver collés l'un à l'autre et il va du coup y avoir l'expression d'un nouveau gène qui est en fait un gène de fusion qui comporte les deux gènes précédents. Le plus souvent, c'est assez schématique comme mécanisme d'action, mais le plus souvent, ce qui se passe, c'est que vous avez trois types de mécanismes qui conduisent à un oncogène de fusion. Vous pouvez coller un premier gène qui va avoir un promoteur très fort avec un gène qui va avoir un domaine de facteurs de transcription. Et donc du coup, normalement, les facteurs de transcription sont des facteurs dont l'expression est extrêmement régulée dans les cellules, là vont se mettre à être exprimés de façon extrêmement forte, et du coup à activer la prolifération cellulaire de façon complètement aberrante. Deuxième mécanisme, vous pouvez avoir de nouveau un promoteur très fort qui va induire l'hyperexpression du gène de fusion, collé à un facteur de croissance. Et du coup, ce facteur de croissance va se mettre à stimuler la croissance cellulaire de façon complètement aberrante. Et troisième possibilité, c'est toujours un promoteur fort qui va être collé à un récepteur tyrosine kinase. Du coup, ce récepteur tyrosine kinase va être activé de façon constitutionnelle, alors que normalement, il doit être activé sous la liaison d'un ligand. Et du coup, ça va conduire à la prolifération cellulaire. Alors, voilà, c'est juste bien sûr, il ne faut pas connaître ça par cœur du tout, mais c'est juste pour vous dire que c'est un tableau non exhaustif de toutes les fusions les plus classiques qui sont connues dans les sarcomes. C'est extrêmement complexe. La majorité des cas, ça joue un rôle de facteur de transcription dans les sarcomes, ces gènes de fusion. Et c'est pour ça qu'on a des difficultés à les cibler d'un point de vue thérapeutique, parce que les facteurs de transcription aberrants sont localisés dans les noyaux des cellules, et donc développer des médicaments qui rentrent dans les noyaux des cellules et qui vont cibler spécifiquement un facteur de transcription, c'est extrêmement difficile. En revanche, les oncogènes de fusion qui vont fusionner des récepteurs tyrosine kinase ou des facteurs de croissance, ça on sait les cibler, on a des inhibiteurs de tyrosine kinase et ceux-là on arrive à les traiter. La difficulté aujourd'hui du traitement des sarcomes à translocation, du traitement spécifique en thérapie ciblée, c'est les facteurs de transcription. Alors, les outils diagnostiques, je vais passer assez rapidement. Globalement, pour mettre en évidence des gènes de fusion, il y a plusieurs moyens. Le moyen qui est le plus communément utilisé, et en tout cas qui a été le plus communément utilisé jusqu'ici, et c'est aussi par sa facilité d'utilisation, parce qu'il est fait directement par les anatomopathologistes et il est fait assez rapidement, c'est la technique de FISH. Donc, il y a deux types de techniques de FISH qui existent. Donc, c'est de la fluorescence in situ sur les lames directement. Vous pouvez faire une fiche de fission. Donc la fiche de fission, je ne sais pas si vous voyez bien, mais normalement, vous avez deux sondes colorimétriques, une sonde rouge et une sonde verte, qui sont localisées à deux endroits de part et d'autre, mais sur le même gène. Normalement, ce gène, il est unique, et donc les deux sondes, elles sont collées, et vous avez un signal unique qui doit être jaune. Quand il y a une fission, c'est-à-dire que le gène est cassé en deux, ces deux sondes, elles vont se séparer, le signal jaune il va disparaître et vous allez avoir un signal rouge, un signal vert qui va montrer la fission du gène. Ça vous montre qu'il y a un gène de cassé, ça vous montre pas qu'il y a une translocation, ça vous montre qu'il y a un réarrangement. Deuxième type de fiches qu'il peut y avoir, c'est les fiches de fusion. Donc là,
chaque sonde est posée sur un gène différent. Donc par exemple, je mets une sonde sur EWS et je mets une sonde sur FLI1. Normalement, ces deux gènes sont sur 2 chromosomes différents, donc les 2 sondes doivent être séparées. Si les 2 sondes se collent, là j'ai une fusion, et donc je mets en évidence une fusion. Donc c'est les 2 types de fiches qu'on peut avoir. Donc ça, c'est juste des exemples en pratique. Donc vous avez sur la photo de gauche donc une fiche de fission avec EWS, et puis à côté une fiche de fusion pour CITES-SX dans les synovial-sarcomes. Deuxième technique pour les gènes de fusion, qui a été aussi très utilisée, cette fois plus par les biologistes moléculaires jusqu'à ces dernières années, c'était la RT-PCR. La RT-PCR, ça met en évidence sur les gènes exprimés un transcrit de fusion. Donc là, on n'est plus sur la cellule à l'échelle génomique comme on était avec la fiche. Là, on est sur de l'ARN, on est sur les gènes exprimés. Et en fait, on prend une sonde colorimétrique qui va être amplifiée grâce à un système de PCR qui va être amplifié jusqu'à détecter par une machine automatisée. Globalement, quand le gène de fusion est présent, vous avez l'amplification du gène et on est capable de dire on met en évidence un transcrit de fusion. Ça nécessite quand même d'avoir la sonde qui correspond à la fusion. D'accord ? On ne peut pas dire je fais une RT-PCR pour rechercher toutes les fusions du monde. Ça, c'est pas possible parce qu'il faut que vous mettiez la sonde qui correspond à la fusion que vous recherchez. Donc ça, c'était la RT-PCR. Depuis maintenant à peu près 2015, on essaye de plus en plus de développer les approches de séquençage nouvelle génération pour mettre en évidence les transcrits de fusion dans les sarcomes. Et en particulier, la technique de choix en séquençage nouvelle génération pour la mise en évidence de gènes de fusion, c'est le RNA-seq. Alors, je ne sais pas du tout si vous êtes à l'aise avec ce type de technique. Pour faire simple, globalement, qu'est-ce que c'est le RNA-seq ? C'est une technique qui va permettre, à partir d'ARN d'un fragment tumoral, donc globalement, il faut un morceau de tumeur, il faut une biopsie ou bien un morceau de la pièce opératoire. On va extraire l'ARN. Ensuite, il va y avoir toute une préparation de banque de séquençage, donc tout un travail de laboratoire qui va permettre de convertir cet ADN en un matériel qui va pouvoir être passé dans un séquenceur automatique. Et donc ça prend un certain temps, ça prend 24-48 heures en fonction des banques de séquençage. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va pouvoir séquencer tous les ARN. C'est pas juste, je vais pas juste séquencer EWS-FI ou je vais pas juste séquencer une fusion que je connais, je vais pouvoir séquencer tous les ARN de tout le génome parce que je mets des adaptateurs qui sont un petit peu qui vont aller se coller à l'ensemble des ARN exprimés. Et à partir de ça, ensuite, on a des banques qu'on séquence avec des séquenceurs automatisés et qu'on aligne par rapport à un génome de référence. Et ensuite, on est capable de dire il y a tel gène exprimé, on peut faire des profils d'expression globaux et surtout on peut mettre en évidence des nouveaux gènes qui se matchent pas sur le génome de référence parce que avoir EWS-FI dans les cellules, c'est pas normal. Donc à ce moment-là, il y a des algorithmes de détection de fusion qui vont nous dire de façon automatisée, mise en évidence d'une telle ou telle translocation. D'accord ? Donc c'est un peu compliqué, mais voilà. Donc du coup, c'est ce que je disais, le RNA-seq, ça permet de séquencer tout le transcriptome, donc de mettre en évidence des gènes de fusion. On peut aussi voir des mutations. C'est pas la technique de référence pour voir des mutations parce qu'on séquence les ARN, donc uniquement les gènes exprimés, et on peut avoir des mutations dans des gènes non exprimés. Donc le RNA-seq, c'est pas la technique de référence pour les mutations, mais on peut voir quand même des choses. Et puis des choses très intéressantes qui sont les profils d'expression sur lesquels on travaille beaucoup pour classer les tumeurs aujourd'hui. Donc vous voyez qu'avec l'avènement du RNA-seq, globalement, le nombre de fusions dans les sarcomes, il a explosé. Là, vous avez un circos plot, donc je ne sais pas si vous connaissez ce type de représentation, mais globalement, cette fois, les chromosomes, ils sont alignés en cercle, en fait. Et un trait représente une translocation entre 2 fragments de chromosomes. Et donc vous voyez que le nombre de traits qui étaient dans le circos en 2011 est devenu a énormément augmenté en 2015 du fait de l'utilisation du RNA-seq. On a retrouvé plein de nouvelles translocations et d'où l'importance de ces outils pour enrichir le démembrement moléculaire des sarcomes. Alors certes, ça aujourd'hui n'a pas de conséquences dans la majorité des cas sur le plan clinique, mais ce travail-là, il est indispensable pour pouvoir ensuite mieux avancer. Ça, je vais passer. Alors, en pratique clinique, je vous donne juste des exemples de l'intérêt du RNA-seq pour le diagnostic. Donc, comme l'a dit Sophie juste avant, l'important, c'est la corrélation avec les outils cliniques et anatomopathologiques. Donc là, par exemple, c'était un cas d'un enfant de 7 ans avec une tumeur d'un membre et à l'anapathe, l'expression de marqueurs, un sarcome à cellules fusiformes avec l'expression de marqueurs myogéniques, donc la myogénine, myod1, donc qui était plutôt en faveur d'un rhabdomyosarcome.
À quoi sert le RNA-seq dans cette indication? On peut retrouver donc la translocation, PAX3-FOXO1, qui va permettre de dire de façon formelle c'est un rhabdomyosarcome alvéolaire et qui n'est pas traité de la même façon qu'un rhabdomyosarcome embryonnaire. On va pouvoir conforter ça avec les profils d'expression, donc c'est la ligne d'en dessous. Donc on voit que les rhabdomyosarcomes embryonnaires, ils ont un profil d'expression vraiment spécifiques tous ensemble, tandis que les alvéolaires, on en a un autre, donc on peut corréler ça. On peut regarder l'expression de marqueurs particuliers, et puis on peut ensuite, si jamais ça avait été un rhabdomyosarcome embryonnaire, rechercher des mutations dans des gènes particuliers, par exemple NRAS, PIK3CA, MYOD1, qui permettent de sous-classer encore plus le rhabdomyosarcome embryonnaire. Deuxième exemple, un homme de 60 ans, sarcome donc des tissus mous qui était une masse de la cuisse, avec un doute sur l'anapathe entre un synovialosarcome et un liposarcome peu différencié. Il y avait une expression de MDM2 et une petite amplification de MDM2 en fiche, et donc c'est ce qui faisait hésiter les anatomopathologistes entre un liposarcome, mais ça ressemblait plus sur la morphologie à un synovialo. En RNA-seq, ce qu'on voit, c'est qu'on met en évidence une fusion CIT-SSX. En clustering, ça clustering bien avec les synovialosarcomes. On est capable de faire la signature SynSarc donc la signature pronostique dont vous a parlé Sophie juste avant sur les données de RNA-seq. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est le dernier plot sur la droite. Vous voyez rien du tout, c'est trop petit, mais globalement, cet échantillon de synovialosarcome de façon exceptionnelle, parce que c'est assez rare, exprimer MDM2 de façon hyper forte en lien avec une très petite amplification du locus, et donc du coup c'était ce qui avait donné le doute diagnostique. Un troisième exemple, donc un bébé de 4 mois avec une très volumineuse lésion abdominale. La biopsie est plutôt en faveur d'une tumeur peu proliférante, à cellules fusiformes, assez monotone. On met en évidence en RNA-seq une fusion entre un gène qui s'appelle KHD, SRB, peu importe, mais surtout NTRK3, d'accord. Et NTRK3, ça fait partie des nouveaux réarrangements qu'on met en évidence, un récepteur tyrosine kinase qui est réarrangé dans 1 à 5% des sarcomes et qui est surtout ciblable avec des inhibiteurs dédiés. Voilà. Et un dernier cas hyper intéressant sur le plan diagnostique, donc un cas ici à Curie d'un patient de 64 ans adressé à Sylvie pour un sarcome rétropéritonéal de haut grade, un patient qui arrive extrêmement fatigué en consultation avec donc cette énorme masse que vous voyez ici qui envahit l'aorte, le rein, la paroi abdominale. La biopsie était en faveur d'un sarcome à petites cellules rondes, donc vous voyez une prolifération de cellules monotones avec un Ki67 extrêmement élevé. L'ensemble des marqueurs qu'on fait en immunohistochimie dans les sarcomes à petites cellules rondes étaient négatifs, donc on pose un diagnostic de sarcome à petites cellules rondes indifférencié, et en RNA-seq on met en évidence un réarrangement impliquant IGH et NSD2, donc ce cas était en fait un lymphome plasmablastique, et il a ensuite été traité par chimiothérapie et heureusement pas par chirurgie. Donc voilà, donc vraiment l'intérêt du typage moléculaire dans ces sarcomes à petites cellules rondes qui est vraiment extrêmement important. Faut que j'accélère. Alors, ensuite, après les translocations, juste pour vous parler des mutations, l'exemple le plus typique pour les sarcomes à génotype simple avec des mutations, c'est les gystes. Je ne vais pas en parler beaucoup parce que je sais que vous avez des topos après. Donc, les gystes, ce sont les sarcomes les plus fréquents qui se développent à partir donc, des tumeurs mésenchymateuses du tractus intestinal, ce qu'on appelle les cellules interstitielles de Caral, qui sont un petit peu le pacemaker de l'intestin, en fait, qui permettent de donner la contractibilité au niveau de l'intestin. C'est des tumeurs de l'adulte, avec un âge médian autour de 50 ans. Et globalement, c'est des tumeurs pour lesquelles la survie à 5 ans est de l'ordre de 50% au stade métastatique. Ces tumeurs peuvent se développer sur tout le tube digestif avec une prédilection au niveau de l'estomac et de l'intestin grêle, mais il y a aussi des localisations rectales et d'autres types de localisations. Ce qu'on sait depuis très longtemps, c'est que globalement, ces tumeurs expriment CD117. CD117, c'est KIT, et en fait, KIT est exprimé de façon normale dans toutes les cellules de Caral. D'accord ? Donc c'est normal dans ces localisations-là d'avoir l'expression du CD117. Ce qui a été mis en évidence en 1998, c'est que dans les gystes, il y avait des mutations activatrices d'un gène qui s'appelle KIT. KIT, c'est quoi ? C'est en fait un récepteur transmembranaire. Donc vous avez là le plot qui est sur la gauche, qui est normalement activé suite à la lésion d'un ligand qui s'appelle SCF. Et ce gène KIT, il est impliqué dans la prolifération cellulaire, il active des voies
qui jouent dans la prolifération, les MAP kinases et la survie cellulaire. Et en fait, ce qui a été mis en évidence dans ce premier papier qui était publié dans Science, donc en 98, ils avaient séquencé 5 échantillons de gistes de tumeurs de patients, et dans les 5 échantillons, ils mettent en évidence des mutations activatrices qui sont plutôt autour du domaine transmembranaire. Depuis, on a beaucoup avancé. On sait maintenant que globalement, les mutations activatrices de KIT, c'est dans l'ordre de 80 à 85% des gistes. Ça peut être localisé à différents endroits de la protéine. Je passerai rapidement là-dessus. On sait aussi que dans les cas qui sont KIT non mutés, le plus souvent, il y a des mutations d'un gène un petit peu analogue qui s'appelle PDGFR et qui a les mêmes fonctions au sein de la cellule, et que finalement, maintenant, rechercher la mutation de KIT ou de PDGFR est indispensable pour poser le diagnostic de giste et aussi pour guider la thérapeutique. Pourquoi ? Parce que donc juste après finalement la première description de ces mutations dans les gistes, en 2001, donc on est 3 ans plus tard, on traite le premier patient avec un inhibiteur de KIT, donc le Glivec, et on montre que alors que ces tumeurs qui étaient extrêmement chimiorésistantes et qui étaient caractérisées par vraiment un pronostic effroyable, et ben on se met avec un traitement ciblé donc sur cette anomalie génétique qui encore une fois est une anomalie génétique simple, donc qui est unique et qui fait tout sens en termes de traitement ciblé, on arrive à induire des rémissions quasi complètes chez ces patients, et finalement la drogue est approuvée par la FDA 1 an plus tard, donc c'est le développement le plus rapide qui existe dans l'histoire de l'oncologie entre la découverte d'une anomalie moléculaire et l'AMM. Il se passe 4 ans entre le labo et le fait de pouvoir donner la drogue aux patients. Donc c'était vraiment l'exemple majeur de l'altération génétique simple. Mais vous aurez plus de détails là-dessus, je pense avec, je ne sais pas si c'est Axel qui fait le cours sur les gistes. Bref. Enfin, dernier exemple d'anomalie simple dans les sarcomes à génétique simple, c'est les amplifications. Ces amplifications, l'exemple typique, c'est les liposarcomes. Alors les liposarcomes, ça fait partie des sous-types de sarcomes les plus fréquents. Ça représente à peu près 20% de l'ensemble des sarcomes des tissus mous. Et en fait, c'est assez hétérogène au sein des liposarcomes, c'est-à-dire que c'est pas suffisamment complexe d'avoir déjà des différents types basés sur la différenciation, mais en plus au sein des liposarcomes, vous avez 4 grands types particuliers de sous-types qui sont donc les liposarcomes bien différenciés, qui ont un aspect donc en haut à gauche avec l'aspect de, alors moi je suis pas anapathe donc je ne veux pas dire d'énormité, mais un aspect vraiment de cellules adipocytaires matures. Vous voyez les grosses cellules blanches qui sont en fait des cellules graisseuses. Vous avez les liposarcomes myxoïdes dont a parlé Sophie tout à l'heure. Il y a les liposarcomes pléomorphes qui ont un aspect beaucoup plus pléomorphe comme vous le voyez sur la diapo en bas à gauche, et puis les liposarcomes dédifférenciés. Et ce qu'on sait en fait, c'est que d'un point de vue de la biologie moléculaire, ces tumeurs ont chacune des caractéristiques moléculaires très particulières. Les liposarcomes bien différenciés et dédifférenciés sont tous les deux caractérisés par des amplifications récurrentes d'un amplicon qui s'appelle l'amplicon 12Q qui contient MDM2, tandis que les liposarcomes myxoïdes sont eux caractérisés par un gène de fusion. Alors, la difficulté, c'est ça, c'est globalement la clinique, vous avez des patients qui se présentent avec des énormes masses et la question est comment je pose mon diagnostic. Là, vous avez un patient qui a un liposarcome et un patient qui a un lipome. Vous avez les 2 photos cliniques, vous avez les 2 photos anapathes. Qui est le lipome, qui est le liposarcome ? Hyper difficile à dire uniquement sur ces données-là. Donc finalement, c'est la biologie moléculaire qui va nous aider un petit peu à faire la différence entre un liposarcome bien différencié et un lipome qui n'est pas une tumeur cancéreuse. Ça va être la recherche de l'amplification de MDM2, donc qui est vraiment l'élément majeur pour poser le diagnostic. On sait que dans les liposarcomes différenciés, vous avez donc une amplification. Une amplification, c'est quoi ? C'est un gain de matériel chromosomique. Donc, ce qui est représenté en haut à gauche, c'est globalement un profil génomique, encore une fois. Donc vous avez les chromosomes qui sont alignés cette fois les uns à côté des autres. Et vous voyez qu'il y a un pic au niveau du chromosome 12. Vous voyez que le profil qui était plat, tout d'un coup, il fait un pic. Ça veut dire que le nombre de copies de ce locus-là, il est extrêmement élevé, d'accord. Il y a là, je pense, une trentaine de copies sur cette... alors que normalement, on est censé avoir que 2 copies. Donc ça s'appelle une amplification. C'est quand il y a une région du génome qui est dupliquée un nombre de fois considérable. Et du coup, les gènes qui sont à cet endroit-là vont être très fortement exprimés parce que le nombre de copies est extrêmement important. Ça va, c'est clair ?
Donc pourquoi MDM2 ça participe à l'oncogénèse? En fait, MDM2 c'est une protéine qui est normalement impliquée dans la dégradation de P53. Donc P53 c'est un gène suppresseur de tumeur, qui est important dans le maintien de l'intégrité du génome. Et en fait, MDM2 va aller favoriser ce qu'on appelle l'ubiquitination, c'est-à-dire en gros va envoyer P53 se faire dégrader dans la cellule et va promouvoir la dégradation de P53. Et donc quand vous avez une très forte expression de MDM2, pour faire simple, globalement, c'est comme si vous perdiez P53, donc c'est comme s'il y avait des mutations activatrices de P53, on dégrade un gène suppresseur de tumeur, donc on favorise la prolifération cellulaire. Alors les méthodes diagnostiques pour les amplifications de MDM2, la méthode de référence c'est la fiche, c'est vraiment avec ça qu'on fait en pratique au quotidien, donc c'est ce que vous a montré tout à l'heure Sophie, donc je ne reviens pas, vous voyez qu'il y a un nombre de signaux au niveau de MDM2 en rouge extrêmement fort dans des cellules de liposarcome, tandis que dans les cellules de lipome, le nombre de signaux vert et rouge est concordant. Quand il y a des difficultés avec la fiche, on peut être amené à faire d'autres techniques de biologie moléculaire, les puces de CGH-array qui permettent donc de détecter les pics au niveau du locus des MDM2, de CDK4 ou des techniques d'exome, de séquençage d'exome qui permettent aussi de voir ce type de réarrangement, mais c'est pas ce qu'on fait en première intention. En première intention, c'est vraiment la fiche qui est faite, c'est plus rapide, c'est plus simple. Ce qu'il faut savoir, c'est que trouver l'amplification de MDM2, ça conduit quand même à des... on essaye de cibler ces anomalies d'un point de vue thérapeutique, et donc il y a actuellement plus d'une dizaine d'essais thérapeutiques en cours avec des inhibiteurs de MDM2 qui sont en développement. Les premiers résultats sont assez décevants pour l'instant dans les liposarcomes, mais il y a l'air d'avoir des combinaisons avec des inhibiteurs de MDM2 et de CDK4 qui ont l'air d'être prometteuses dans certains liposarcomes dédifférenciés, donc à creuser, mais en tout cas on ne s'arrête pas juste au diagnostic. Donc, pour les messages à retenir pour les sarcomes à génétique simple, globalement, une anomalie moléculaire princeps qui est à l'origine de la transformation cancéreuse, qui est le plus souvent isolée. Ça ne veut pas dire qu'au cours de la progression tumorale, il n'y aura pas d'autres anomalies. Bien sûr, les cellules, elles acquièrent d'autres anomalies génétiques au fur et à mesure de leur progression, mais en tout cas, l'anomalie princeps, elle est unique. Donc, gènes de fusion, c'est ce qu'il y a de plus fréquent. Les mutations, c'est vraiment l'exemple typique, c'est les gistes et les amplifications. Intérêt diagnostique, pronostic et thérapeutique, avec la difficulté de cibler des facteurs de transcription, encore une fois, qui est aujourd'hui le grand problème et vraiment le challenge. Pour les sarcomes à génétique complexe, ça va aller beaucoup plus vite, globalement, parce qu'on a beaucoup moins de choses à dire sur le plan de la biologie moléculaire, parce qu'en fait, on n'y comprend toujours pas grand-chose. Ce que vous voyez, c'est que les profils génétiques sont complètement différents, il y a énormément de points de cassure, il y a énormément de réarrangements, il y a des mutations, il y a des translocations, mais rien n'est récurrent. D'accord, c'est-à-dire qu'entre deux leiomyosarcomes, il ne va pas y avoir les mêmes points de cassure, il ne va pas y avoir les mêmes altérations. Donc ça ne sert pas pour le diagnostic, c'est sûr. On ne va pas être capable de dire je recherche telle mutation pour mettre en évidence tel type de sarcome, parce que de toute façon, ce ne sera jamais la même entre deux patients. Donc ça représente environ 50% des sarcomes des tissus mous, et c'est plus souvent des sarcomes des adultes. Dans les sarcomes des tissus mous, les plus fréquents, c'est les leiomyosarcomes et les UPS. Maintenant, il y a beaucoup d'autres types de sarcomes. Ce qu'il faut savoir, c'est que on dit que ces sarcomes sont extrêmement complexes. Là, vous aviez une figure qui était dans l'analyse du TCGA, donc le gros travail de séquençage des sarcomes qui a été publié dans Cell il y a 2 ans, qui montre qu'en fait que ces sarcomes à génétique simple, je suis désolée, j'ai pas de pointeur, mais est-ce que j'ai une flèche? Je sais pas si on voit ma flèche. Donc globalement, sur cette figure, vous avez en ordonnée le nombre de mutations par échantillon tumoral. Et en abscisse, vous avez le nombre d'altérations chromosomiques. Donc nombre de mutations, on est sur de la variation de séquence. Nombre d'altérations chromosomiques, on est sur la variation structurelle. C'est des points de cassure, c'est des amplifications, c'est des pertes. Donc c'est pas la même chose. Et vous avez plein de types de tumeurs différentes du TCGA. Et ce qu'on voit, c'est que par exemple ici, là, vous avez des carcinomes pulmonaires qui sont caractérisés par énormément de mutations et un nombre moyen de cassures. Vous avez des mélanomes, donc des tumeurs qui sont extrêmement riches en mutations. Les sarcomes sont tous ici dans cette case-là, c'est des sarcomes à génétique complexe. Donc ça montre
montre que le taux de mutation est relativement faible, parce que vous voyez qu'en abscisse, ça monte pas très haut, mais par contre que le nombre de points de cassure est très important. Donc c'est sarcome à génétique complexe, c'est vraiment pas forcément énormément de mutations. Le nombre de mutations par mégabase, il est pas si important que ça, et c'est important pour les messages de traitement ensuite pour les oncologues qui essaient de développer de l'immunothérapie ou des choses comme ça, parce qu'en fait on a peu de mutations, donc on a peu de néo-antigènes, et donc l'immunothérapie marche pas très bien. Par contre on a beaucoup de points de cassure, et c'est ça qui fait qu'on appelle ces sarcomes à génétique complexe. Ce qui est important de savoir, c'est que les points de cassure et les altérations de copy number, c'est très lié au pronostic, d'accord, et ça a été montré même sur des sarcomes à génétique plutôt simples, comme les synovialosarcomes par exemple. Si vous avez énormément de réarrangements chromosomiques, vous avez un pronostic qui est très bas, vous voyez la courbe rouge, tandis que s'il y a très peu de points de cassure chromosomique, vous avez un pronostic qui est bien meilleur. Et donc cette constatation a amené à développer la signature SynSarc. Je ne vais pas en reparler en détail parce que Sophie en a beaucoup parlé tout à l'heure. Globalement, c'est une signature transcriptomique qui reflète la complexité chromosomique. Donc c'est un petit peu difficile parce que signature transcriptomique, ça veut dire qu'on est en train de regarder les gènes exprimés, mais ces gènes exprimés reflètent des points de cassure au niveau de l'ADN. Donc plus la signature va avoir une forte expression des gènes impliqués dans l'instabilité chromosomique, plus vous allez avoir des points de cassure. Donc ça reflète l'instabilité chromosomique globalement. Et comme l'a dit Sophie tout à l'heure, cette instabilité chromosomique, en tout cas cette signature SynSarc, a été montrée être très fortement corrélée au pronostic des patients et de faire mieux pour prévoir le pronostic que la classification de grading de la FNCL. Donc voilà, ce qui se profile aujourd'hui, c'est des essais thérapeutiques pour intensifier le traitement en fonction du pronostic basé sur la biologie moléculaire. Donc c'est des essais qui démarrent actuellement pour décider globalement des stratégies de chimiothérapie néoadjuvante en fonction de la signature SynSarc. On aura les résultats dans plusieurs années, mais en tout cas les choses qui se mettent en place. Donc pour résumer, les sarcomas génétiques complexes, on a beaucoup moins de choses à dire d'un point de vue de la biologie moléculaire. Il y a énormément d'altérations, essentiellement des altérations de copy number, pas d'anomalie pathognomonique qui puisse servir pour le diagnostic. Donc la biologie moléculaire n'est pas nécessaire pour poser le diagnostic, elle peut être utile pour le pronostic et on l'espère pour la thérapeutique. Je pense que c'est important aussi d'avoir accès à toujours penser à conserver des échantillons congelés de tumeurs, parce que le jour où on veut essayer de rechercher des cibles ou des choses comme ça, on est toujours content d'avoir du matériel congelé. Et voilà. Donc en conclusion, biologie moléculaire et sarcome, donc à visée diagnostique, c'est indispensable pour tous les sarcomas génétiques simples et bien sûr complémentaire à l'anapathe. Il n'est pas question de dire que aujourd'hui la biologie moléculaire fait le diagnostic seul. À visée pronostique, ça devient de plus en plus important avec les signatures d'expression qui se mettent en place. Et à visée thérapeutique, on y travaille, je vous rassure. Donc les sarcomas génétiques simples, on sait cibler les oncogènes de fusion, on sait signer et qui implique des récepteurs à tyrosine kinase, ça on sait le faire. Par exemple, vous avez l'exemple de tous les sarcomes NTRK réarrangés qui maintenant peuvent être traités par du larotrectinib avec une efficacité majeure. C'est plus difficile pour les sarcomes qui réarrangent des facteurs de transcription. Et puis l'importance du design des nouveaux essais thérapeutiques en oncocomed en se stratifiant mieux sur la biologie moléculaire, je pense que c'est vraiment un point critique pour pouvoir mettre en place des essais qui vont être positifs. Je vous remercie.